Bonsoir. Zérékoré a abrité la journée nationale du paysan cette année, un succès pour la 4e édition. Une initiative présidentielle pour faire la promotion du développement rural en Guinée. Retour sur l'événement avec notre équipe qui était sur place. Autre initiative présidentielle, les centres de gestion agréés. Le tout premier CGA du pays est inauguré à Matam. Le concept est nouveau en Guinée. Qu'est-ce que c'est? Nous serons avec Thierry Ousmane Diallo pour les explications. Et puis nous irons à Cancan, là-bas, et vous allez le voir, les professionnels de la santé intensifient les actions de lutte contre le palu. Ils expérimentent dans la région la chimioprévention. Restez avec nous pour comprendre. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Je vous amène tout de suite à Foulaya, dans la préfecture de Kindia, où les chenilles légionnaires avaient ravagé l'année dernière plusieurs champs de maïs. C'était le cas dans tout le pays. Et cette année, les acteurs du secteur agricole veulent prévenir cela. Ils sont en concertation à Kindia, à la recherche de moyens de lutte contre les chenilles légionnaires. Le point avec Ousmane Ba. Ces images datent de 2017. L'année à laquelle ces chenilles légionnaires ont fait leur apparition en Guinée. Venus de l'autre côté de l'Atlantique, ces nuisibles avaient ravagé des champs de maïs entiers à travers tout le pays. Pour éviter les mêmes dégâts, cette année, les acteurs discutent des voies et moyens à mettre en place pour anéantir ces prédateurs. Cette chenille provient du continent américain. Elle a été vraiment confondue avec d'autres chenilles ici, mais il faut déjà être capable de la reconnaître. L'atelier d'aujourd'hui va travailler dans ce sens-là, être capable de la reconnaître, de faire la différence avec les autres chenilles qui sont présentes, notamment la chenille légionnaire d'Afrique, pouvoir faire la différence, ensuite appliquer les méthodes adéquates pour son contrôle. Parce qu'il faut quand même souligner que lorsque vous avez un nuisible, un nouveau organisme biologique qui est atteint, qui vient dans un nouvel environnement, il va s'adapter. Il ne s'agira pas de le détruire, sinon de le contrôler. La rencontre de Foulaya mobilise 70 cadres composés des agents du service de la protection des végétaux et ceux de l'AMPROCA. Le projet est financé par la FAO. On est en train d'informer les cadres sur la biologie, le comportement de l'insecte, la reconnaissance des dégâts, et comment on peut reconnaître aussi les œufs, la larve, et ensuite comment il faut lutter contre la chenille. La formation va toucher aussi les producteurs agricoles et des communicants traditionnels. L'objectif est de sensibiliser les acteurs à tous les niveaux, surtout sur le mode d'emploi des produits phytosanitaires homologués, condition sine qua non pour sauver la culture du maïs fortement atteinte sur toute l'Afrique du sud du Sahara. Et puis ce chapitre consacré aux initiatives présidentielles dans le pays, c'est le dossier de la semaine. Et pour commencer, on va s'arrêter à Zérékoré, au sud du pays, où des centaines d'acteurs du secteur agricole se sont retrouvés récemment. Retour sur la journée nationale du paysan pour parler de la politique de développement rural du président Alpha Condé, un programme ambitieux qui va intensifier la campagne de lutte contre la pauvreté dans le pays. Mohamed Silla, Adia Kamara et Fodé Kamara. Zérékoré, capitale du monde rural. Pour la 4e édition de la Journée nationale du paysan, 600 promoteurs du secteur agricole se concertent. Une centaine de participants de l'administration agricole centrale et décentralisée, sans oublier les partenaires techniques et financiers. Des échanges directs entre le président et les paysans autour des priorités de la ruralité liées à la protection des végétaux et la diversification alimentaire. Alors c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé la présentation du président sur sa politique agricole, c'était très clair. C'est intéressant de voir comment la politique agricole est vue en Guinée et comment nous, acteurs du développement rural, on peut travailler en concordance avec cette politique-là. Dans son allocution très thématique, le président de la République a touché la problématique de la relance de la recherche-développement, du conseil agricole et de la professionnalisation des paysans par leur organisation en groupement d'intérêt économique. Une organisation forte des paysans au niveau des groupements, des unions, des fédérations et de la Chambre nationale d'agriculture. Cela va permettre d'avoir un chrono par lequel les messages de la vulgarisation, de la recherche peuvent passer. Et le soutien
total et entier qu'il a donné au monde rural et singulièrement au service de conseil agricole et de recherche, moi cela me réjouit. Comme le chef de l'État l'a dit, la Chambre va accompagner les producteurs, les organiser, les structurer pour pouvoir les mettre en organisation efficace, pour lutter contre la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire au niveau des paysans. L'implication des femmes dans la promotion rurale est une question de genre, très à la mode dans le monde. Une préoccupation que l'opératrice économique ivoirienne Tia Philomène Glao vient soutenir. Une championne de l'agriculture et des transports dont la réussite est un modèle. Je suis dans l'agriculture. J'ai 70 hectares de café, cacao et VA que j'ai planté. Papa, ton frère Alassane Ouattara, attends que je suis allé à l'école, il m'a décoré, il m'a donné un prix d'excellence en 2016 en Côte d'Ivoire parce que je fais. Aujourd'hui, je te vis en face de moi, j'ai eu tout dans ma vie. Quelqu'un qui n'a pas allé à l'école, il peut être le président de la République, moi fini. Mes soeurs guinéennes, mes frères guinéens, la terre ne trahit pas. J'ai deux seules femmes modèles en Côte d'Ivoire de ce que je fais. Femme guinéenne, garçon à 10 doigts, femme à 10 doigts, levez-vous. Le président de la République a profité de ce forum multi-acteurs pour dévoiler son programme de développement rural. Un programme de modernisation de l'agriculture et de l'élevage pour lutter contre la pauvreté et freiner l'exode rural et l'immigration clandestine des Bravalides. Pendant ce temps, la pisciculture guinéenne se porte beaucoup mieux aujourd'hui. Des espèces de poissons importés, par exemple, ont permis l'empoisonnement de plus de 700 sites piscicoles et de 200 mares en Haute-Guinée. Plus de 1700 rizipisciculteurs sont formés. Un cocktail important qui fait de cette autre initiative présidentielle un succès, comme le montre ce reportage dans Soumane Toumani Camara. La pisciculture ou l'élevage de poissons est l'une des activités majeures de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural en Guinée forestière. L'importation des espèces de poissons à croissance rapide et d'intrants piscicoles a produit des résultats satisfaisants. Les étangs de grossissement en Guinée forestière ont permis l'empoisonnement de 750 sites piscicoles, de 200 mares et de 20 retenues hydro-agricoles. Dans le cadre de l'initiative présidentielle, accompagnée par le financement de la Banque mondiale, le WAP, et des activités ont été planifiées. Notamment l'empoisonnement, la formation et la mise à disposition des intrants de pêche. Nous sommes aujourd'hui sur le site de fabrication d'intrants. Au lieu qu'on importe ces intrants-là pour permettre aux pisciculteurs d'accéder à leurs ressources et pour des intérêts économiques, nous avons initié ces pisciculteurs-là à la fabrication de ces filets et aujourd'hui ces pisciculteurs sont en train de se constituer en filière qui est pour nous un autre maillon de la production de poissons en Guinée. À ce jour, plus de 1700 personnes, hommes et femmes, sont recensées par la Fédération des rizipisciculteurs de la région forestière. Et la production annuelle de poissons élevés passe de 300 à près de 400 tonnes. Faire la pisciculture, c'est un métier qui émerge parce qu'en 4 mois, tu as ton poisson, tu veux en faire ce que tu veux. Et à côté, il y a d'autres activités. Et suivant l'initiative du chef de l'État, parce qu'il a donné le ton, c'est à nous de pérenniser ces acquis. Sinon, le chef de l'État ne donnera pas de l'argent à tout un Guinéen, mais il t'appuie dans tes activités. On a eu des alevins qui sont partis d'ici. C'est pourquoi 2018 va être vraiment une année prospère pour nous. Nous le souhaitons. Nous le souhaitons, que la pisciculture puisse prendre un envol. Très souvent, on parle de pêche maritime, on parle que de pêche industrielle, oubliant qu'il y a un volet très important qui est la pisciculture. Parallèlement, près de 6 millions d'euros ont été investis au compte du projet de développement de la rizipisciculture en Guinée forestière. L'AFD, l'Union européenne et la Banque mondiale, à travers son projet WAP, ont appuyé les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des pisciculteurs. Le 4e et le dernier comité de pilotage de ce projet a permis la concession aux pisciculteurs de 2 bâtiments équipés et d'un bas-fond d'1 hectare aménagé pour l'expérimentation des pratiques piscicoles.
Circuler entre Kissidougou et Guékédou devient confortable, un trajet de 82 km sur lequel on pouvait facilement faire 4 heures de voyage, parfois la peur au ventre à cause de l'état dégradé de la route. Il y a quelques mois, ce n'est plus qu'un souvenir et tout au long de la route totalement réhabilitée, des marchés et gares routières sont aménagés dans certains villages où le trafic reprend. Témoignage en images dans ce reportage de Abdul Karim Kamara. À partir de Kissidougou, depuis plus d'1 an, cette route, de par sa beauté, fait parler d'elle. Elle s'étend sur une distance de 63 km en partance pour Guékédou. Tout au long du trajet, le voyageur, lui, se paye le luxe de contempler le joyau à cœur joie. La route là, on peut faire 1 semaine, on n'est pas encore rentré à Kissidou. Donc aujourd'hui, Dieu merci, dans la nouvelle route là, bon, si tu as trop duré sur la route, ça ne dépasse pas 1 heure de temps. Dans un passé récent, plus d'1 habitant des localités traversées a souffert le martyre à cause de l'impraticabilité du tronçon. Aujourd'hui, les riverains se frottent les mains comme ici dans le district de Walto. Tout le monde est content. Avant, on avait beaucoup de la difficulté des ponts, la difficulté de la route. On ne veut pas vraiment la route là dans 2 ans comme ça ou bien 3 ans comme ça. Et celui qui vient avec le véhicule qui n'est pas bon, s'il fait arrêter ça là sur la route, il y a de lui qui gâte ça. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Cependant, un bonheur n'arrive jamais seul. En plus de la construction de la route, des domaines publics ont été aménagés dans certains villages. Ces 2 plateformes, par exemple, vont servir désormais de gare routière et de marché pour la population de Walto. La place, c'est presque les citoyens d'ici qui avaient leur plantation, surtout la famille Wondeno. Et finalement, on était obligé d'accepter, sensibiliser les gens et finalement, ils ont accepté. Ils nous ont proposé la gare voiture, le marché. Et là-bas, on ne pouvait pas avoir cette place. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a sensibilisé les gens et ils ont accepté céder les plantations. Les voitures, quand ils viennent, c'est sur la route, ils garent. Et là, l'accès maintenant, les piétons, tout, chaque jour de marché, en tout cas, il y avait des accidents. L'entreprise en charge des travaux a réalisé 14 ponts, 200 dallos et des canaux d'évacuation partout où il y avait nécessité. D'ores et déjà, la joie de ces populations est accompagnée d'un engagement, celui de protéger la chaussée à tout prix pour qu'elle dure le plus longtemps possible. C'est une vieille histoire entre patronat et syndicat des transporteurs, la gestion des gares routières, à l'origine de plusieurs conflits entre les 2 entités, unies désormais. Et devant nos caméras, le responsable annonce une harmonisation de points de vue sur des sujets qui les divisaient jusque-là. Notre reporter Mohamed Seyar Souma a suivi pour nous cet événement. Regardons son reportage. Le patronat et le syndicat des transporteurs routiers aplanissent leurs divergences. L'objectif est de répartir sur de nouvelles bases après des périodes de malentendus. À Sigiring, Kouroussa, Dinguiraye et Dabola, le débat s'ouvre largement entre les acteurs pour réorganiser la corporation. Nous travaillons dans la transparence, dans la paix et dans la quiétude. Nous défendons les mêmes causes. Je sais qu'on va travailler plus davantage que le passé. L'implication des autorités préfectorales et communales a permis de décrisper la situation. La médiation donne lieu au rapprochement entre patronat et syndicats du transport routier. Des mesures importantes sont envisagées et leur respect s'avère nécessaire pour les conducteurs et les usagers. C'est de les encadrer, étant donné qu'ils exercent leurs activités sur notre territoire. On va les encadrer tant que possible dans la mesure de nos compétences. Les bagages, le prix n'est pas homologué. Les voyageurs sont beaucoup fatigués, quel que soit le poids du bagage ou le sac qu'ils transportent, le prix est très élevé. Notre vœu, c'est de mettre toutes les gares routières à leur disposition. Donc ils veillent scrupuleusement sur les tarifs que le gouvernement fixe. Donc le transport se passe très bien.
À Kouroussa particulièrement, les autorités invitent très prochainement le comité de gestion à une sortie de crise entre patronat et syndicats des transporteurs routiers. La délégation a enfin présenté ses condoléances suite au décès d'El Hadj Sekou Kamara. Le défunt était le président de l'Union préfectorale des transporteurs routiers de Kankan. Les cadres du ministère des Mines et de la Géologie sont à l'école de la fiscalité minière. Ils échangent sur l'identification et la collecte des taxes dans le secteur. La formation mobilise une cinquantaine de participants. Reportage Valérie Talimané, Mohamed Lamine Kaba. Collecter plus de revenus miniers pour rendre efficientes les différentes structures concernées, tel est le but de cette formation. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du groupe de travail mis en place par le département des mines avec le ministère du Budget. Son application devra permettre à l'État guinéen d'établir un pont entre les deux départements dans le cadre de l'identification et de la collecte des taxes dans le secteur minier. Cette formation vient à point nommé pour rendre effectivement opérationnel ce groupe de travail qui s'inscrit dans le cadre des réformes engagées dans le secteur minier par le président Alpha Condé. Et nous sommes toujours dans cette dynamique-là pour pouvoir permettre au secteur minier de rendre effectif son rôle pour ce qui concerne la mobilisation des ressources budgétaires pour que nous puissions, à travers le budget national de développement, avoir plus de ressources pour pouvoir mener plus d'actions de développement et améliorer donc les conditions de vie des populations guinéennes. L'idée de la formation est de travailler avec ces cadres des institutions en charge de la régulation ou de l'imposition minière sur la fiscalité minière. Une démarche initiée pour faciliter l'applicabilité du nouveau code minier ainsi que les nouvelles conventions minières aux projets existants. Nous avons aujourd'hui un peu un boom de l'activité minière, notamment dans la bauxite. Et tous ces nouveaux projets requièrent de l'administration un suivi de près. Et l'application correcte du code minier est nécessaire pour augmenter les revenus miniers de la Guinée qui viendront alimenter le budget de l'État. Évidemment, nous sommes en train de mettre en place un système cohérent de collecte d'informations. Les mines ne sont pas à Conakry, c'est sur le terrain, sur les sites miniers. Nous sommes en train de mettre en place un système de collecte d'informations auprès de ces sociétés minières. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils sont impliqués. Et effectivement, l'approche voudrait que, lorsque tout sera rodé, d'aller vers ces sociétés minières parce qu'il faut qu'elles collaborent. La fiscalité minière guinéenne repose principalement sur les taxes et les impôts. Elle génère ainsi des bénéfices visant à booster les contributions au développement local grâce à la collaboration entre les ministères du budget et les agences de régulation du secteur pour la collecte des revenus miniers en Guinée. Je vous l'annonçais en titre, c'est une promesse tenue du chef de l'État, la création des centres de gestion agréés. La commune de Matam a inauguré son CGA, c'est le tout premier à ouvrir ses portes en Guinée et l'idée du président est d'aider les opérateurs économiques à devenir de véritables entrepreneurs, créateurs d'emplois. Mais comment tout cela va se faire et quels sont les enjeux pour non seulement les opérateurs économiques, mais aussi les promoteurs de PME? Élément de réponse dans ce reportage de Thierno Ousmane Diallo. La Guinée veut favoriser l'émergence des champions nationaux dans son programme de développement socio-économique. Mais avec une économie dominée à près de 70% par les activités informelles, le défi passe par un meilleur encadrement des entrepreneurs et opérateurs économiques. La création des centres de gestion agréés répond à ce besoin et c'est dans cet immeuble au Carrefour Constantin qu'est installé le premier CGA qui va donner un coup de pouce aux investisseurs locaux, notamment dans leur ambition de réussite. Je me rappelle les différents forums qui ont été organisés à l'hôtel Millennium, à la présidence du président de la République, qui a toujours insisté au secteur privé, au secteur économique guinéen, d'apprendre à se formaliser. Alors, les différentes étapes sont parcourues. Si aujourd'hui, je vois que le souci de ce président de la République et le département du ministère du Budget, par son biais le ministre du Budget et tout son cabinet, aujourd'hui,
on a réalisé la mise en place de ce centre, je me réjouis, je suis vraiment animé d'un sentiment de satisfaction. Dans les centres de gestion agréés, les opérateurs économiques et responsables des PME vont apprendre des modules sur la législation en matière de fiscalité, le montage de projets ou encore des aspects liés à la bonne tenue d'une comptabilité. Les adhésions sont volontaires et donnent accès à certains avantages. Tous les acteurs qui entrent dans ce secteur bénéficient pendant 3 ans d'abattements fiscaux de 50% déjà et de 25% pour les 2 années suivantes. Mais la seule condition, c'est que ces opérateurs économiques acceptent de suivre des formations pour qu'on puisse les préparer à la formalisation. Nous sommes en train d'établir des partenaires avec certaines banques et certains partenaires pour qu'à l'issue de la période où ils restent dans le centre, ils puissent bénéficier d'un accompagnement pour accéder au crédit bancaire. L'Union européenne appuie la mise en œuvre des CGA et consolide son partenariat avec le pays pour aider à développer la culture de l'entrepreneuriat. Il y a un grand vivier d'hommes et femmes qui évoluent dans le secteur informel, qui hésitent peut-être à faire le pas ou qui n'ont pas les possibilités de faire grandir leur entreprise. Un centre de gestion agréé peut aider à réaliser cela par l'accompagnement qu'il faut pour mettre en place une comptabilité, une administration de l'entreprise et passer progressivement de l'informel au formel et continuer à grandir. Le centre de gestion agréé va aussi servir d'interface entre les opérateurs économiques et l'administration fiscale pour mettre fin au détournement et permettre à l'État de disposer de statistiques fiables. Une dizaine de personnes, dont quelques agents de terrain, sont recrutés pour le fonctionnement de ce premier CGA. C'est officiel, la Guinée a désormais son centre de formation maritime et portuaire. À l'intérieur, les agents du secteur bénéficieront de formation et perfectionnement. L'objectif des autorités étant de qualifier davantage les acteurs de la Direction nationale de la marine marchande, Fodé Camara Diamokaba. Dans la mise en œuvre des réformes au sein des plateformes maritimes et portuaires, la formation et le perfectionnement constituent des outils indispensables pour le personnel. Pour satisfaire ces besoins, la Direction nationale de la marine marchande se dote d'un centre de formation. Il est constitué d'une salle dotée de 24 ordinateurs, d'un bureau et d'un projecteur. Un investissement public qui fonctionne grâce à un système d'Internet. À l'heure du numérique, la maîtrise de ces outils informatiques devient désormais un passage obligé dans ce nouveau centre. Le centre de formation maritime et portuaire est un outil que la Direction nationale de la marine marchande a jugé utile de se doter afin de nous permettre de faire face aux besoins de formation de nos travailleurs. La mise en place de ce centre matérialise l'engagement du département de tutelle à mettre en valeur l'une des plus belles richesses maritimes de la Guinée. Les moyens pédagogiques du centre s'appuient sur la formation continue des cadres et agents du secteur dans divers domaines, entre autres la maîtrise des conventions internationales, des accords maritimes et du code de la marine marchande. C'est un plus pour l'administration maritime et portuaire parce que déjà la formation compte beaucoup. Sans formation, on ne peut pas appliquer. Il y a tellement de conventions qu'il faut apprendre d'abord à comprendre, à connaître ces conventions et pouvoir appliquer, traduire ça au niveau des codes d'abord et ensuite traduire ça au niveau du terrain. Les 80% de formation de ce secteur se passait en dehors de la République de Guinée parce qu'il n'y avait pas de centre adapté. Et avec la création de ce nouveau centre, je pense que désormais, nous pouvons former les cadres portuaires et maritimes en Guinée et aussi nous pouvons même solliciter de délocaliser certaines formations qui se passaient dans les autres instituts à l'extérieur. Avec l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le système d'information maritime et portuaire prend de nouvelles allures. Pour les responsables de la marine marchande, cet espace de formation permettra de satisfaire les besoins du secteur et répondre à la demande d'opérateurs portuaires extérieurs. On va parler du paludisme. La maladie tue chaque année plus de 2 millions de personnes dans le monde. Les chiffres baissent progressivement grâce au succès de stratégies de lutte toujours améliorées. En Guinée, les professionnels de la santé expérimentent ce qu'ils appellent la chimioprévention. À Kankan, on en parle aux populations, mais qu'est-ce que c'est? Suivant ce reportage de notre correspondant dans la région, Fodé Bangali Fofana. Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité dans notre pays selon les spécialistes.
Pour inverser cette tendance, plusieurs stratégies ont été déjà mises en œuvre, notamment la distribution de moustiquaires imprégnés, le traitement gratuit du paludisme dans toutes les structures sanitaires, la chimioprophylaxie préventive chez les femmes enceintes, l'assainissement, etc. Aujourd'hui, une nouvelle stratégie vient s'ajouter à cela, c'est la chimioprévention du paludisme saisonnier, CPS. C'est une stratégie qui consiste à prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans durant la saison des pluies. Donc durant 4 mois, c'est-à-dire de la période de juillet à octobre, des médicaments seront administrés aux enfants de 3 mois à 5 ans pour qu'ils puissent être protégés du paludisme durant cette période. Pourquoi cette période? Parce que c'est la période où on constate le taux élevé de paludisme chez les enfants. Et vous le savez que les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. Cette nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme est déjà mise en œuvre dans 2 préfectures de la région, Sigiri et Mandiana. C'est au tour des préfectures de Kouroussa et Kankan. Cette mission du Programme national de lutte contre le paludisme et du CRS, Catholic Relief Service, se situe dans ce cadre ici à Kankan pour faire le plaidoyer en faveur de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Une nouvelle stratégie qui nécessite l'implication de tous les acteurs de la santé, mais aussi et surtout des autorités à la base, des leaders communautaires et des élus locaux. Ce qui a manqué dans le passé, on considérait toujours la santé comme étant une activité spécifique de la santé. On oublie que vraiment pour gagner aujourd'hui la lutte contre les maladies, il faut forcément impliquer vraiment les secteurs connexes. Donc vous qui êtes là, les représentants vraiment de l'État, il faudra vraiment qu'on vienne vers vous pour vous impliquer par rapport vraiment à la mise en œuvre des différentes stratégies. Chez nous ici en Haute-Guinée, le nom commun donné à toutes les maladies, c'est le paludisme. Les gens, même quand ils se présentent à l'hôpital, ils n'ont pas froid aux yeux pour dire aux médecins ils font tout de suite leur diagnostic parce que pour eux, autre maladie n'existe pas si ce n'est que le paludisme. C'est pour autant dire que notre région constitue une zone endémique de cette maladie. Une campagne de sensibilisation autour de cette nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme se déroulera dans les 2 préfectures et cela en plusieurs étapes. À la Fondation Soumouya, l'apprentissage du Coran est gratuit et l'école n'est fréquentée que par des femmes, peu importe leur âge. L'objectif de la Fondation est d'impliquer les femmes dans la campagne de rayonnement de l'islam. Sur place, on leur enseigne les principes de base de la religion. Adama Traoré, Fatimatou Diallo. Ces femmes sont toujours à l'école malgré leur âge et leurs préoccupations. Elles apprennent à écrire l'arabe et les principes de base de l'islam. Après une année bien remplie, elles célèbrent leur fin de cycle. Actuellement, je sais faire mes ablutions, je peux faire ma prière sans l'intermédiaire de quelqu'un. Je peux lire la sourate Yasin, en tout cas tous les sourates de Juzou Amma. C'est Soumaya qui a fait que j'ai appris tout ça. Là. Donc je remercie le bon Dieu. Notre objectif, c'est appeler toutes les femmes guinéennes de venir apprendre à lire et à écrire. À travers Soumaya, on peut vraiment apprendre notre islam. La Fondation Soumaya lutte pour sortir ces femmes de l'ignorance, mais aussi et surtout leur montrer les voies et moyens à emprunter pour une bonne formation de leurs enfants. Avec le soutien des autorités administratives et religieuses, elles ont suivi gratuitement la formation. La première chose dans l'islam, la religion musulmane, c'est d'apprendre d'abord, connaître la connaissance de Dieu, la connaissance du Coran. Et c'est ce que Jamaat Soumaya est en train de faire. Nous tous, nous les encourageons. Partout où nous sommes, nous les accompagnons. Il y a de ces femmes qui ne sont pas lettrées. On voit les femmes prier, mais qui ne savent pas ce qu'ils disent en priant. C'est dans ce cas qu'on a réfléchi. En 2005, on a organisé ça. Avec le directeur Bangoura et la présidente Hadjanana Fofana. On a invité les jeunes qui sont instruits en arabe. C'est ainsi qu'on a commencé à faire une antenne ici à Matam qui a évolué. Il y a au moins plus de 20 antennes ici à Matam.
Il y a les femmes de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, même de 70 ans, qui sont là, qui peuvent lire couramment. Au sein de cette fondation, plus de 2000 femmes sont formées chaque année. Aujourd'hui, elle a des antennes dans les 5 communes de Conakry et à l'intérieur du pays. Au même moment, c'est la Pentecôte pour les chrétiens. Ce dimanche, 50 jours après Pâques, ils célèbrent dans le monde la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur Marie, la mère de Jésus, et sur les autres personnes présentes avec eux, comme rapporté dans les Actes des Apôtres. Et puis notre rubrique, La Guinée en bref, une compilation d'images sur l'actualité nationale. C'est un commentaire de Younous Atawel Kamara. Les coups de tabala pour annoncer les couleurs de la 6e édition du Ziara de Soto dans la préfecture de Mali. Venus des différentes localités de la préfecture, ces religieux prient en faveur de la paix et l'unité nationale en Guinée. Le développement socio-économique du district de Soto était également au centre des prières. La participation des différents érudits du Fouta, qui ont effectivement pris part et qui ont donné des sages conseils aux populations dans le cadre de la pratique de la religion musulmane. Ils ont aussi béni, fait des bénédictions pour le bien-être de la localité, Soto, de la sous-préfecture de Yemberen, de la préfecture de Mali. Et ils ont béni pour la paix dans le pays, en République de Guinée. Le ramadan est une période de pardon au cours de laquelle plusieurs bonnes volontés pensent aux personnes démunies. Ici, par exemple, à la grande mosquée Faisal, ce groupe de personnes s'illustre pour soulager les personnes en détresse. Un repas collectif est offert aux personnes vulnérables tout au long de ce mois de partage et d'entraide. Au regard de notre situation socio-économique et que quand je traverse la mosquée, je vois ces démunis qui sont là, moi je mange à la maison et que je sens que ceux-ci là n'ont pas quoi manger, ils ne savent même pas où se procurer à manger. Je me suis dit que pourquoi ne pas leur donner à manger pour que toute la nation puisse rompre le jeûne dans la quiétude, dans la paix et dans l'harmonie. Il y a toujours une porte d'entrée pour d'autres bonnes volontés, d'autres opérateurs économiques, d'autres institutions peuvent venir parce que cette action, on la fera durant tout le mois de Carême. Cette cérémonie marque la fin du cycle de la 2e promotion de l'Institut de formation professionnelle de santé Elhadji Mohamed Diawara de Dubrika. La promotion porte le nom de Sékou Kondé, fonctionnaire au ministère de la Santé. Une promotion essentiellement composée d'infirmiers d'État et de sages-femmes. Les infirmiers constituent réellement la base, la pyramide. Il n'y a pas de qualité de soins là où les infirmiers ne sont pas suffisants et là où ils ne sont pas bien nombreux. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de mettre l'accent sur la formation des spécialistes, il faut commencer d'abord par asseoir la base, développer le nombre, augmenter le nombre d'infirmiers et surtout les former très bien. Une fois qu'on a cette base, eh bien, on a la possibilité d'améliorer la qualité des soins. Voilà, c'est tout pour les infos. Demain, vous serez avec Alia Kamara à 13h et à 20h30, Fanasouma. Merci de nous regarder, notamment à Dalaba, Kanka et partout à Guékédou. À très vite et restez fidèles à la télévision nationale.